Bonjour, bienvenue dans Mobility TV et dans 1 mois et demi précisément arrivent les élections municipales. Vous allez vous mobiliser évidemment pour ce scrutin national, je dis bien national, car il est évidemment local, mais derrière cela, 36 000 communes avec des choix très politiques à faire au niveau de chaque commune. C'est la raison pour laquelle le Conseil national des professions automobiles sort en amont un livre blanc. La mobilité, un droit pour tous, et nous sommes avec le délégué général du CNPA. Bonjour Xavier Oran. Bonjour Monsieur Devinot. Merci d'être avec nous. Également Jean-Claude Dugény, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la région Île-de-France pour le CNPA. Également avec Fabrice Godefroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes du groupe IDLP et vous êtes la personnalité qualifiée en ce qui concerne les mobilités et l'environnement au CNPA. Et Thomas Courtois, bonjour. Bonjour. On connaît le groupe Courtois, distribution d'automobiles Peugeot, pas que, mais bon, voilà, multimarque. Et merci d'être avec nous pour nous donner justement le point de vue du concessionnaire. Ce livre blanc, à quoi il sert, Xavier Oran ? Il va servir au fait de contrecarrer un certain nombre de contre-vérités qui ont été diffusées dans l'opinion publique depuis des mois, voire des années, depuis le Dieselgate. Et l'automobile, après avoir été l'icône de la liberté, de l'émancipation, est aujourd'hui sur le banc des accusés et vilipendée de manière régulière, de manière beaucoup trop excessive, et il était important pour l'ensemble des métiers que nous représentons, l'ensemble des 140 000 entreprises tout de même que compte la filière, mais au-delà de ces 140 000 entreprises, l'ensemble des Français, de porter tout simplement sur la place publique des éléments qui permettaient d'objectiver la situation et de parler d'automobile et de mobilité dans un cadre apaisé. Donc c'est un acte politique que vous faites ? C'est pas un acte au sens politicien du terme. J'ai pas dit électoral, j'ai dit politique. C'est un acte citoyen. De la res publica. C'est un acte citoyen parce que nous parlons d'un objet qui parcourt l'ensemble de nos cités, qui a structuré la géographie de nos territoires, de nos villes, et puis fondamentalement, on l'oublie beaucoup trop souvent, la mobilité permet d'accéder à l'emploi, aux loisirs, à la culture, à la formation. 23% des Français actifs, en âge de travailler, renoncent ou ont renoncé à une formation ou un emploi faute de solutions de mobilité. Et quand vous prenez en compte les ménages qui sont à moins de 1 000 € par mois, la proportion monte à 55%. Donc c'est pas un acte politique de la part du CNPA, c'est d'ailleurs pas notre objet, c'est un acte fondamentalement citoyen et sociétal. Nous avons d'ailleurs intitulé ce livre blanc, vous l'avez rappelé, La mobilité, un droit pour tous. La mobilité fait partie de notre pacte républicain et il fallait en parler à nos futurs élus. Jean-Claude Dugény, vous avez été le maître d'œuvre de cet ouvrage. Il a été chapitré. Comment est-ce que vous avez... alors, sans nous résumer le livre, là, on n'a pas le temps, malheureusement, mais comment est-ce que vous avez chapitré votre étude et pourquoi dans ce sens-là ? Alors, pourquoi ? Déjà, je voudrais préciser que je constate que depuis des années, Xavier l'a dit, nous subissons un procès à sens unique. J'ai souhaité réagir, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais le faire. J'ai interrogé mes adhérents, en Ile-de-France ils sont nombreux, et les réponses qui me sont parvenues, elles sont toutes dans le même sens et m'encourager à créer un collectif que Xavier nous a permis au CNPA, avec Francis Bartholomé, de créer. Nous avons pris une agence avec laquelle nous nous sommes consultés, qui a écouté tous les spécialistes, dont ceux qui sont autour de cette table, et c'est avec eux que nous avons créé ce livre blanc. Bien, alors, un livre qui nous expose différentes facettes, j'allais dire, de ce qu'on appelle communément le car-bashing, avec évidemment des références, des gens qui ont pris la plume, pas seulement des présidents de clubs, associations, mais également des personnalités intrinsèques à l'automobile, une étude et plusieurs études, plusieurs graphiques sur l'impact de la pollution, parce qu'aujourd'hui, le car-bashing, et Fabrice Godefroy, vous allez pouvoir nous en parler, le car-bashing, c'est la voiture pollue, la voiture c'est mal parce que la voiture tue des gens. Oui, parce que c'est vrai que, bon alors souvent on a l'impression que tous les
effectivement, les éléments sont à charge, mais en fait, quand on regarde très précisément tous les rapports, et notamment l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, on a des éléments très précis sur tous ces problèmes de pollution. Toute la journée, on nous dit que la pollution augmente en Île-de-France. C'est complètement faux. Et il suffit de regarder notamment les rapports d'Airparif pour s'apercevoir qu'il y a une amélioration de 30% dans ces 10 dernières années. Donc on voit bien que les choses s'améliorent. Et l'objectif justement de ce livre blanc, c'était de faire une compilation de l'ensemble en fait de ces rapports pour justement avoir un recul par rapport à tout ce que l'on entend toute la journée, parce qu'effectivement il est assez facile de prendre et d'isoler une partie d'un sujet et d'en faire une problématique, alors que quand on regarde l'ensemble, derrière on s'aperçoit qu'il y a vraiment des réponses, et notamment vous montrez le graphique de la pollution par pollution, donc il y a les particules, les oxydes d'azote. Il suffit de voir que tout baisse, toutes les courbes baissent depuis 1960. La source, c'est Airparif. C'est ça qui est intéressant de noter. Ce sont des sources à chaque fois, comme le dit Fabrice, qui sont incontestées et incontestables. C'est pas des études faites par Transport et Environnement. Non, c'est documenté par rapport à des sources publiques que Fabrice vient de rappeler. C'était très important pour que ce travail apporte quelque chose à nos élus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de parti pris autre que celui d'apporter des solutions concrètes sur le terrain. Je vais même plus loin, c'est véritablement un document qui était très attendu par l'ensemble des professionnels, parce qu'ils avaient besoin de réponses. On travaille tous dans des entreprises, que ce soit des concessionnaires, des réparateurs, et ils ont besoin de pouvoir répondre effectivement à leurs clients. Mais ça va même plus loin, c'est un document qui est même attendu par les consommateurs. Alors, et ça, c'est vraiment très important pour équilibrer. On va parler avec Xavier Oran et Jean-Claude Dugény des élus, parce que c'est intéressant. Mais d'abord, je voulais interroger Thomas Courtois, parce que, et ce livre-là donne quelques clés. Les gens, quand ils arrivent en concession, aujourd'hui, ils sont largués, ils ne savent pas quoi acheter. Ils sont paumés. Ils sont paumés. Donc on essaie d'être leur boussole en concession pour leur dire quoi acheter, à quel moment, en fonction de leur usage. Parce qu'on ne veut plus d'un toit ouvrant ou d'une voiture verte ou bleue. C'est-à-dire que là, on dit attention, qu'est-ce que je peux acheter pour éventuellement rouler en ville sans me faire aligner dans 3 ans. Il faut d'ailleurs qu'avec les constructeurs, on rebaptise nos conseillers commerciaux. Ce sont des conseillers patrimoniaux ou des conseillers fiscaux. Parce qu'entre novembre et mars, les règles vont changer 4 fois. Donc en fonction de votre... est-ce que vous payez des impôts, pas d'impôts, le nombre de personnes dans la famille, enfin, vous rentrez dans des catégories, on met dans des sous-catégories, et on ne sait plus, vers quoi orienter les clients. Qu'est-ce que vous leur dites globalement? Venez chez nous. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? On essaye déjà de manger des pommes. Il faut aussi qu'on soit énormément pédagogue avec nos commerciaux pour les rassurer aussi, pour les former énormément, pour savoir vraiment aujourd'hui adapter la proposition de véhicule ou la proposition de motorisation, parce qu'on va surtout parler de motorisation par rapport à l'usage du client. Après, moi, ce qui m'a fait m'engager au sein du collectif, il y a plusieurs raisons. C'est déjà, je suis père de famille, je suis citoyen et chef d'entreprise. Est-ce que je suis un assassin? Est-ce que je suis un pollueur? Qui je suis? Et sur quelle base je peux me référencer pour aller parler de manière claire et concise et prendre des décisions aussi avec notre comité de direction, avec mes frères, pour dire voilà, quelle orientation on prend. Ensuite, qu'est-ce que je peux aller dire à des maires que l'on côtoie au quotidien pour aussi arrêter le car bashing et les aider? Parce qu'aujourd'hui, nos clients sont paumés, mais les maires le sont tout autant. Ils se font orienter ou polluer, sans faire de mauvais jeu de mots, par des ONG ou par des gens qui sont plus des Khmer verts que des vraies personnes habilitées à parler de ces sujets-là, et ils prennent des décisions qui vont en dépit du bon sens. Nous, on est des vecteurs de mobilité aujourd'hui. Alors, je vous êtes allé, Xavier Oran, au contact des maires. J'imagine que ce que vient de dire Thomas Courtois est totalement vrai, c'est-à-dire qu'ils vous disent qu'eux-mêmes ne savent plus... mais comment est-ce qu'ils adaptent justement leur programme électoral en fonction de toute cette ambiance de car bashing? Ce livre blanc, d'ailleurs, vise à apporter une contribution à la conception même des programmes qui sont en cours pour la plupart, et puis surtout à l'exécution ensuite de ces programmes. Ce qui est en train de se produire dans notre filière automobile, c'est que nous sommes tous constructeurs, équipementiers, distributeurs, réparateurs. C'est la globalité d'une filière qui est confrontée à une transformation absolument radicale.
C'est une transformation qui va s'échelonner naturellement dans le temps, mais la décennie qui vient de s'ouvrir est absolument cruciale. Quand on raisonne à l'échelle d'une communauté de communes, d'une agglomération, d'une municipalité, et quand on raisonne à l'échelle de temps du prochain mandat municipal, 6 ans, au cours de ces 6 ans, un certain nombre de dispositifs qu'on imagine à peine aujourd'hui seront très probablement en place, avec des écosystèmes de mobilité qui ressembleront assez peu à ce que nous connaissons aujourd'hui de manière classique. Donc je pense qu'il faut aborder ces programmes municipaux, parce que nous sommes plus sur des projets municipaux, des projets de territoire, plutôt en réalité que sur des clivages politique, il faut faire attention. Et donc il faut aborder les choses de manière extrêmement pragmatique. Qu'est-ce qui est important d'avoir en tête? La première chose, c'est que par rapport à un discours qui est assez trop facilement parisien et trop à l'intérieur du périphérique, il faut bien comprendre que les besoins en mobilité vont augmenter. Et ils vont augmenter de manière importante. Donc l'un des enjeux, c'est de faire en sorte que la courbe de CO2 et d'autres pollution décroche par rapport à cette demande de mobilité locale, nationale et européenne qui va être croissante dans le temps. Si on ne prend pas cela en compte, on se perd totalement, on se trompe totalement de perspective. Donc l'un des enjeux, à la fois pour le gouvernement, pour des acteurs de la filière comme nous, et puis des collectivités locales, ça va être de passer à l'action. Et ça va être de mettre en musique la loi qui vient d'être adoptée sur les mobilités. Bon. C'est une loi d'orientation, mais tout est à construire. Tout est à construire. En tout cas, si on lit ce livre blanc, vous dites clairement aux élus, arrêtez d'avoir peur du diesel. Oui. Oui. On dit même que 2020 risque de devenir l'année du diesel. On a l'impression que nous repartons sur des commandes de voitures diesel, puisqu'on se rend compte aujourd'hui... Oui. Chez les concessionnaires. Ça fait partie des paradoxes que nous avons à gérer en concession. Ouais. Et ça, c'est dû au changement de normes, WLTP, etc. ou pas? La loi Café. La loi Café, oui. Café. Ouais. Aujourd'hui, nous, en tant que concessionnaire, on a un certain nombre de véhicules à vendre tous les mois. Et on a une moyenne de CO2. Ce sont des usines à gaz. Il faut que j'embauche des ingénieurs mathématiciens. Avec un niveau de CO2 à atteindre sur les X véhicules que nous aurons vendus dans le mois. Pour pouvoir l'atteindre, il faut que je pousse en diesel avec nos équipes. Donc nous intégrons dans les règlements de vente de nos commerciaux des objectifs en électrique et hybride et en moteur diesel. Et en même temps, vous offrez les malus, non? Parce que ça, c'est un peu la grande mode ces temps-ci. Non, on entend les publicités, tiens, tel constructeur vous offre le malus, vous payez l'addition de... Des offres commerciales. Ce sont des offres commerciales. Ce sont des offres commerciales pour des marques premium qui sont sur-malusées. Il faut bien... Enfin, vous en avez des marques premium dans votre groupe? Oui, mais pas tant que ça. Non, parce qu'on a des marques qui ont des motorisations qui sont plutôt plutôt dans les normes, et comme on dit. Oui, vous voyez avec votre question, Pierre, le degré de complexité de notre sujet. Il faut embaucher des mathématiciens. Il faut embaucher des mathématiciens, des fiscalistes. Il faut aussi rassurer les clients, parce que quand vous écoutez certains discours politiques, pas tous, mais il se trouve que des villes ont annoncé ou confirmé leur volonté d'interdire le diesel à un horizon extrêmement proche. Et pas qu'en France. Et pas qu'en France. Et de manière paradoxale, pour tenir les objectifs de CO2, il faudra remettre du diesel dans le mix énergétique. Pourquoi? Parce que le CO2, enfin la voiture diesel consomme moins de carburant, donc rejette moins de CO2. Voilà, c'est juste 25% en consommation. Quoi qu'on fasse, on a tout combiné. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait 23 ans de baisse du CO2 sur le parc roulant, qui est en train d'augmenter depuis 3 ans, parce qu'il y a évidemment une baisse du diesel et une augmentation de l'essence, surtout sur des véhicules un peu plus gros, des SUV, des crossovers. Donc ça fait remonter les CO2 depuis 3 ans, alors qu'il va falloir les baisser à 95 grammes en 2020. Alors qu'on est à 112 grammes en moyenne actuellement cette année. Le sujet, si vous me permettez, est encore plus grave. Ce que vient de dire Fabrice et ce que vivent les chefs d'entreprise au quotidien comme Thomas est déjà en soi une difficulté majeure qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais il y en a une autre, à caractère social, à caractère politique, dans le sens fort du terme. C'est qu'il faut faire attention à ne pas construire des cités interdites et de réinstaurer, finalement, ou de restaurer une sorte de droit censitaire à la mobilité. Il y a ceux qui pourront rouler et accéder aux villes, et il y a ceux qui seront Regardez Bristol en Angleterre, c'est une cité interdite. Et il y a ceux qui seront assignés à résidence.
À Bristol, à Copenhague ou dans un certain nombre de villes, y compris en Allemagne, on se pose effectivement un certain nombre de questions, mais l'important dans ces cas-là, c'est d'accompagner à la fois les entreprises et d'accompagner les Français dans cette transformation. La trajectoire sur le plan politique a été fixée. Encore faut-il qu'à cette trajectoire, à cette politique, on y consente des moyens d'accompagnement. Parce que dans la vie de tous les jours, au-delà et bien au-delà du périphérique, un très grand nombre de nos concitoyens n'ont tout simplement pas le choix et n'ont pas les moyens de pouvoir changer de voiture, se posent des questions sur la valeur actuelle de leur véhicule, quand il est thermique, tout simplement, pas forcément diesel, et se disent, mais comment je vais faire ? Il l'achète plus, il la loue. Il ne l'achète plus, il la loue, enfin tout est la pollution des esprits. Il y a combien en ratio ? Donc, le risque est plus chez le client, il est chez nous, le risque. Oui, parce qu'après il faut faire quelque chose de votre voiture. Qu'est-ce qu'on explique à nos commissaires aux comptes dans les 3 ans qui viennent sur les valeurs des diesels, les valeurs des essences ? Dépréciation des stocks. Exactement. Et ça, c'est un vrai risque pour des faillites futures. Enfin, je ne vais pas prononcer de grands mots, mais on peut. Je vais vous poser la question, Jean-Claude Dugénie, que je vous ai posée tout à l'heure, autrement. Est-ce que ce livre-là, c'est de la propagande pro-diesel ? Non. Non, pas du tout. Ce livre-là va servir surtout à peut-être trouver un droit de réponse à tout ce que nous subissons. Mais nous ne sommes pas pro-diesel. On est pour la liberté de tout le monde à circuler dans toutes les villes. Comme le disait Xavier tout à l'heure, nous ne voulons pas de cité interdite. Est-ce que ce que disent les observateurs, c'est-à-dire l'électrique en ville et le diesel pour faire des longues distances, c'est un paradigme qu'on peut adopter, étant supposé que là, on part sur 2 voitures. Aller expliquer ça aux Français qui ont du mal à... Le livre blanc que vous avez certainement lu, Pierre, prône la neutralité énergétique, neutralité thermique. Et donc voilà, et nous, notre travail, si on veut être totalement en phase avec ce qu'il faut proposer pour atteindre les meilleurs mix énergétiques et donc baisser le CO2, c'est de pouvoir justement proposer sans arrière-pensée la bonne motorisation en fonction de l'usage du client. Tout à fait. Il y a un autre impact quand même, qui est un impact social que nous, on vit en concession. Rendre le car bashing et rendre anxiogène tout notre métier, comment je fais, moi, pour embaucher les talents de demain ? Nous sommes une filière d'excellence. Aujourd'hui, nous donnons la chance à des jeunes qui n'ont pas eu forcément la tête pour faire des grandes études, mais qui ont les mains et l'intelligence pour être d'excellents mécaniciens, d'excellents ingénieurs à terme, parce qu'on va les accompagner, on les forme en permanence. Comment on les fait rêver ? Alors qu'on est sur des métiers avec de la nouvelle technologie, avec des applis, avec le véhicule connecté. Mais c'est génial. Enfin, moi, je suis hyper enthousiaste du futur. Donc moi, je considère que c'est un acte politique, au sens noble du terme, et de ramener ces sujets-là avec du recul et de la hauteur pour dire où est-ce qu'on se projette, qu'est-ce qu'on peut faire dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 20 ans, et faire en sorte que l'automobile ne soit plus une variable d'ajustement du budget de l'État. Merci de dire ça, est-ce que justement, ça vous a pas étonné tous, en particulier le maître d'œuvre de ces livres blancs, que ce soit vous qui le fassiez et pas une autorité étatique quelconque ? L'important, c'est que nous avons une communauté automobile et de passionnés automobiles. Les Français aiment la bagnole. Ça, c'est Pompidou qui disait ça. Pompidou disait cela pas exactement dans ces termes, mais... aujourd'hui, les salons automobiles ne désemplissent pas. Le patrimoine automobile, dans toutes nos villes, les gens qui sont dans tous nos territoires le savent très bien, c'est une réalité. Donc l'automobile fait partie de notre histoire. C'est une empreinte culturelle, économique et sociale extraordinairement forte. C'est un excellent capital. Nous avons des talents au niveau industriel qui sont extrêmement pointus. Nous avons des champions au niveau des services de l'automobile aussi. Donc Thomas a parfaitement raison de signaler cela, parce que le discours qui consiste à être extrêmement négatif sur l'automobile nuit à son image globale et à son attractivité auprès de la jeunesse. Nous recrutons, nous formons, nous investissons, nous prenons des apprentis. La filière va avoir besoin dans sa globalité de nouvelles compétences demain. Des nouveaux métiers vont se créer. Donc il faut parler autrement d'automobile. Ce qui est important, c'est que des entrepreneurs soient fiers de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de ce qu'ils représentent et de ce qu'ils apportent à la collectivité nationale, y compris d'ailleurs au passage en termes de recettes fiscales, et que nous portions ensemble un récit différent de ce que nous avons entendu au cours des derniers mois, et que nous soyons fiers
de cette automobile qui est en train de se réinventer, Thomas le disait tout à l'heure, c'est d'abord une chance. Si on travaille ensemble, cette décennie apportera le meilleur. Si nous nous dispersons et si nous nous soumettons quelque part à ce discours un peu trop facile anti-voiture, le pire arrivera. Et il sera trop tard pour relever une industrie automobile en France, dans nos territoires, et des services automobiles qui en ont bien besoin. Ça a été lu en haut lieu, ça. Il vient d'être sorti. Hier. Il a été publié et présenté hier à la presse, donc il va être absolument porté d'abord en haut lieu, comme vous dites, bien entendu, mais ce qui nous intéresse plus, c'est qu'il va être porté près des gens, près des maires. C'est-à-dire qu'on a la chance... Vous le distribuez en concession, ça ? Vous pourriez ? On va le diffuser. Il faut le diffuser. C'est une forme d'information. Après, par rapport à votre question, la position des constructeurs est compliquée. On les côtoie quand même très souvent. Depuis le Dieselgate, c'est compliqué pour eux d'aller communiquer parce qu'ils sont, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils sont suspicieux. Absolument. Et très souvent, enfin même quasiment tout le temps, à tort. Donc voilà, il faut aussi, dans ce cas-là, c'est quand les constructeurs prennent la parole sur des sujets, à nous de prendre des sujets. Il y a une fenêtre de tir avec les municipales. On est les meilleurs interlocuteurs locaux. Jean-Claude Dugénie. Je voulais rajouter plusieurs choses. Je voulais vous préciser qu'une des raisons qui m'ont amené à réagir et à souhaiter cette création de collectif, c'est qu'un jour, lors d'une journée porte ouverte dans un collège de formation professionnelle, j'ai rencontré des parents de jeunes qui venaient se présenter, qui se posaient la question de savoir si c'était bien de faire un apprentissage dans l'automobile, si c'était pas dangereux pour la santé, s'il y avait un avenir. Mais c'est ça. Voilà. Si c'était pas une filière qui, à un moment donné... Tout à fait. Et je voudrais en profiter pour rappeler que cette filière, l'automobile en France, c'est 79 milliards de collecte fiscale pour l'État. Ouais, ce que disait tiré Thomas sur Courtois l'automobile ne sera pas sans conséquence. Ouais. Fabrice Godefroy, en tant que personnalité mobilité environnement au CNPA, on parle des énergies renouvelables, on parle du solaire, on parle de l'hydrogène. Tout ça, c'est quoi ? C'est des racontards, c'est des bons romans policiers Non, pas du tout. Il y a vraiment une diversité, on en parlait. Alors effectivement, on a eu un plan Hulot sur l'hydrogène, on n'entend plus parler. Alors effectivement, il y a plusieurs énergies. Il y a la partie diesel, il y a la partie essence. De toute façon, les véhicules vont devenir pratiquement tous hybrides, au moins léger en 48 volts. Après, il y a l'hybride rechargeable, il y a une partie hydrogène. Donc, il y a une multiplication en fait d'offres. Et c'est là où le vendeur, d'ailleurs, va avoir un rôle extrêmement majeur parce que quand le client va rentrer dans sa concession, il va avoir une offre multiple à lui offrir. Ça, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Vous distribuez Hyundai, je crois, non ? Alors, Hyundai, ils ont quoi ? Ils ont l'hydrogène, l'hybride rechargeable, l'essence, le diesel. L'hydrogène, ils ne commercialisent pas. Il y a une flotte de véhicules. Il y a là, vous les voyez dans Paris, les hype qui tournent dans Paris, mais c'est une flotte de véhicules. Mais ces technologies sont prêtes à arriver, mais derrière des problématiques, c'est qu'est-ce qu'on fait des stations-service, comment on les reconditionne, comment on stocke l'hydrogène en France ? Une dizaine ? Alors à Paris, il y en a 4. Il y en a 4. Donc il y en a une dans Paris, une à Orly, une à Roissy et une à Versailles. Donc 4. Bon, donc c'est pas évident, c'est sûr. Chérie, je vais faire le plein, je reviens dans 2 heures. Oui, c'est ça. Et donc évidemment. Ça peut servir de prétexte. Et puis pareil, au niveau écologique, actuellement, l'hydrogène est fabriqué à 96% avec l'énergie fossile. Donc pareil, il y a aussi une problématique. C'est ça le souci, c'est-à-dire que... Et en Allemagne, l'hydrogène a réussi parce qu'on a commencé par les poids lourds. Oui, sans doute, mais c'est pour ça qu'il y aura plusieurs possibilités, mais il n'y a pas aucune solution parfaite. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas taper sur une plus que l'autre. Voilà. D'où le principe de neutralité technologique et énergétique qui est effectivement rappelé dans ce livre blanc. Et en attendant, ce livre blanc, on peut le trouver sur le site du Conseil national des professions d'automobile. Tout à fait. Voilà. Alors voilà, il ne vous reste plus qu'à lire cette centaine de pages élaborées par beaucoup d'experts. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans Mobility TV.